Il est l'un des plus grands criminels de l'histoire de France. Marcel Petiot reste celui qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fera disparaître rue Le Sueur à Paris 27 personnes qui cherchaient à échapper à la Gestapo. Des victimes droguées, découpées en morceaux puis brûlées dans son poêle. Lors de son procès en 1946, procès expédié en 15 jours, Marcel Petiot revendiquera 63 meurtres. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot, qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et, selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Mais qui était cet homme? Comment a-t-il pu en arriver là? Comment a-t-il pu tromper son monde pendant tant d'années? C'est pour trouver des réponses à ces questions que j'ai décidé de mener mon enquête. Je pars à Villeneuve-sur-Yonne, là où il a vécu une grande partie de sa vie. Je découvre très vite qu'avant d'être ce tueur froid, pervers et manipulateur, Marcel Petiot a été médecin et même maire de la ville. Ceux qui l'ont connu sont pratiquement tous décédés, mais un historien local, lui-même ancien maire de Villeneuve, s'est passionné pour le cas Petiot. Rendez-vous est pris à l'ancienne mairie, dans ce qui fut la salle du conseil municipal. Marcel Petiot naît à Auxerre en 1897. Son père est receveur des postes, sa mère, femme au foyer, a de graves troubles psychiatriques. Enfant, Marcel Petiot se distingue déjà par son comportement. Son parcours scolaire va être relativement brillant, mais avec une irrégularité. Il est tantôt complètement plongé dans les études, il est vif, il est très intelligent, mais en même temps, il est très irrégulier dans son travail et il a des phases déjà un peu de dépression, d'abattement, où tout d'un coup, il ne fait plus rien. En 1914, Petiot a alors 17 ans. En conflit avec son père, il se déscolarise et commet son premier délit, un vol de près de 200 correspondances et des destructions de boîtes aux lettres. Il est déclaré irresponsable après une première expertise psychiatrique qui conclut « Le sujet Petiot est un anormal ». Quand il va voler ses correspondances, il y a en même temps peut-être quelque chose, un désir de puissance. Il va rentrer dans l'intimité des autres. On a beaucoup insisté là-dessus, mais en même temps, il n'exploitera pas ses correspondances, pas plus qu'il ne volera les mandats qui se trouvent dans certains des courriers. Pour mieux comprendre cette personnalité torturée, je décide de soumettre le cas Petiot à un psychiatre expert auprès des tribunaux. C'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles énormes. C'est quelqu'un qui a de la jouissance au niveau de ce qu'on appelle des jouissances perverses, c'est-à-dire qu'il a besoin d'exercer son sadisme et en plus il est raffiné. La guerre éclate. Sur le front, Petiot est démobilisé après une blessure au pied. Une blessure qui reste mystérieuse. Certains évoquent un acte volontaire. Alors, pour en avoir le cœur net, je décide de me rendre aux archives départementales de Lyon. On peut entendre beaucoup de choses, notamment le fait que cette blessure fait ressembler Petiot au diable, donc avec un pied fourchu. Ce document-là permet de prouver que la blessure est d'origine militaire et donc que ça a bien été causé par une grenade au moment de son passage sous les drapeaux. C'est vrai que l'affaire Petiot déchaîne les passions. Dès l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur sa réputation sulfureuse, enfin, et beaucoup de racontars. L'intérêt des archives, même si elles ne présentent qu'une partie de la réalité, puisque c'est uniquement ce qui est écrit et ce qui est passé dans les mains de l'administration à un moment, ça permet de mieux découvrir Petiot, certains aspects de sa personnalité. Marcel Petiot échoue ensuite dans différents hôpitaux psychiatriques et, étonnamment, obtient son diplôme de médecine.
En fait, il a bénéficié d'un système qui avait été mis en place à la fin de la Grande Guerre pour des étudiants en médecine qui avaient déjà fait leur propédeutique, qui avaient fait leur première année de médecine, de pouvoir, après 5 années de conflit, terminer leurs études, je dirais, en un temps un peu record. L'internement de Petiot à la fin de la guerre et le fait qu'il ait été réformé à 100%, en 1919, semble parfaitement ignorer des instances universitaires. Il poursuit ses études et personne ne va aller chercher un dossier psychiatrique qui est resté un dossier strictement militaire. Pour la petite histoire, quand il se prétend interne des hôpitaux psychiatriques, on lui dira au procès des assises, mais vous étiez interné. Oui, c'était le même lieu, c'était à un accent près, quelque chose comme ça. Et à peine 25 ans, il ouvre son cabinet à Villeneuve-sur-Yonne. Marcel Petiot donne tout de suite l'image d'un médecin dynamique, moderne, qui soigne les plus pauvres. Mais l'ambiguïté du personnage commence à se révéler. On sait que Petiot est kleptomane et il va faire un certain nombre de mauvais coups, mais finalement on l'accepte très bien parce qu'il va toujours, là encore, rebondir, mettre les rieurs de son côté. Il va chez le forgeron prendre des outils pour réparer sa voiture, il les emporte, mais le forgeron n'est pas inquiet. Il sait que le garage de Petiot n'est pas fermé, il reprend les outils. Des clients vont retrouver les bibelots qui ont disparu chez eux dans la salle d'attente. Nous avons affaire à une personnalité bipolaire extrêmement trouble, qui la journée est le bon médecin, et puis ensuite, bien, la nuit, il est celui qui rôde, il est ce personnage nocturne, sombre, et il en joue peut-être un peu également. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde quasiment, ouais. C'est Dr Marcel et Mr Petiot, ça c'est certain. Pour l'instant, le bon docteur Petiot est bien vu. Il s'investit dans la vie de la commune, allant même jusqu'à devenir conseiller municipal en 1925. Son ascension politique se poursuit rapidement. En 1926, il est élu maire après la démission de son prédécesseur. Un maire qui détonne un peu sur la photo de la nouvelle équipe dirigeante. Il va d'emblée essayer de donner un coup de fouet à la vie municipale villeneuvienne. Son premier geste en tant que maire va être d'installer le téléphone dans la mairie. À partir de là, eh bien, on le voit présent sur des chantiers, avec une volonté de modernité. Il fait construire les premiers tennis de la ville et il vient aider les ouvriers communaux à faire les travaux. Il retrousse les manches et dit « Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire ». Ça, c'est très populaire et ça touche beaucoup. Dans le même temps, il rentre très vite en conflit avec un certain nombre des vieux membres de la municipalité qui s'étonnent de la façon dont il traite le compte-rendu des délibérations municipales. Alors, le conseil municipal démissionne, mais Petiot, qui a soif de pouvoir, se représente. Au total, il sera élu à 3 reprises à la mairie. Il est réélu en 1929 au renouvellement normal de la municipalité en n'ayant aucune liste face à lui. Plus personne ose même s'exprimer tellement une espèce de chape de plomb est tombée. Il empoisonne les associations qui ne sont pas de son bord et il paraît exercer un pouvoir absolument sans partage. C'est quand même quelqu'un qui a une espèce d'hypertrophie du moi, et il va la révéler avec la politique, puisqu'il va être élu maire de Villeneuve-sur-Yonne, qui va être conseiller général. Donc vous voyez quand même ce personnage qui, haut en couleur, arrive à ses fins, arrive à persuader, à convaincre, et là on est encore dans une dimension de personnalité pathologique certes, mais dans la réalité, et c'est hyper narcissique, il est à prendre en compte dans sa personnalité, dans ses traits de caractère. En feuilletant les archives, je découvre que sa carrière politique est émaillée de démêlés avec la justice. Comptabilité occulte, petits vols, écoute téléphonique. En 1931, un détournement de fonds publics fait scandale. Petiot est alors suspendu pour 30 jours. Tout le dossier des affaires judiciaires pendantes autour de Marcel Petiot va être remonté non seulement de la préfecture vers le ministère de l'Intérieur, mais jusqu'au président du Conseil Pierre Laval et au président de la République Paul Doumer, qui au début de septembre 1931 va signer la révocation pure et simple du docteur Petiot. Petiot sent bien que le climat n'est plus très sain pour lui. Condamné en 1934 pour une simple affaire de vol de courant, il est destitué définitivement de tout mandat électif. Mais pour Petiot, peu importe, il ne remettra jamais les pieds à Villeneuve-sur-Yonne. Mon enquête s'arrête là. Petiot, lui, commence une nouvelle vie à Paris.